Frédéric, bonsoir à tous. Donc le titre de la conférence est Comment projeter la construction de la ville de demain. Je ne l'ai pas modifié, c'est celui qu'on m'a proposé, puis j'ai décidé de le conserver. Je commence l'exposé par la vision de la Fédération des métiers du bâtiment. C'est une fédération qui regroupe 18 associations et qui représente l'ensemble des métiers de la construction, du gros œuvre, du travail d'infrastructure, au second œuvre, aux finitions et aux métiers techniques qui sont actifs dans la gestion des fluides et des énergies. Donc on a le spectre complet. Ça permettra justement de revenir un peu sur ces questions de choix des matériaux, béton versus bois, qui font aujourd'hui l'objet de controverses intéressantes. La première réflexion est la ville de demain Covadis. Quel est le modèle de développement? Parce qu'il y a autant de cas particuliers et qu'on ne part pas sur une page blanche. La réflexion en termes d'aménagement du territoire, c'est souvent lié à des contextes historiques ou à des priorités. Puis là, il y a 3 images pour l'illustrer. À gauche, il y a la Piazza del Campo de Sienne, une ville de la Renaissance, du bas Moyen-Âge, avec une place centrale, une ville médiévale hyper dense, qui est jugée comme étant un modèle d'intégration et de qualité, et pourtant de très haute densité. Donc c'est un modèle qui interpelle aujourd'hui. On le verra plus tard. Deuxième exemple, la ville de Los Angeles, symbole de l'étalement urbain, d'une vision où finalement l'essor de la voiture a largement contribué à un modèle de société, puis une vision de modernité particulière, mais avec un mitage du territoire. Puis troisième exemple, Hong Kong, l'hyperdensité, vision de la ville moderne sur un territoire très contraint. Donc c'est pour dire que finalement, on est quand même toujours le fruit d'une histoire ou d'un contexte. L'autre question, c'est de se dire la modernité, ça n'est pas un fait immuable. C'est que ce qui peut être moderne peut être critiqué aussi. Par la suite, là aussi, une réflexion autour de Brasilia, une vision de la ville moderne de la fin des années 50 sur le plan magistral d'Oscar Niemeyer, qui est salué par tous les architectes, mais qui est aussi le symbolisme d'œuvres minimalistes, pourtant classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais où on a des grandes pénétrantes et puis on a un dimensionnement qui est plutôt lié à une vision de la mobilité individuelle qu'à la qualité de vie de ses habitants. Et puis, autre exemple, autre source de réflexion pour dire que la mobilité structure l'aménagement du territoire, Genève, dans l'après-guerre, on se dit que le tram était jugé un peu populaire, puis que finalement, la vision de l'ascension sociale était plutôt liée à la voiture, et on a dégagé les trams du centre-ville pour faciliter les voiries automobiles, et puis on connaît le virage à 180 degrés qui a dû être opéré par nécessité, et par justesse également. Là, des réflexions pour dire que finalement, on va avoir 2 champs d'action complémentaires si on parle d'une vision politique et si on s'interroge à la manière de construire nos villes. C'est à la fois la question de l'aménagement du territoire et la question de la construction. Ces 2 volets sur lesquels on ne pourra pas faire l'impasse d'une réflexion aboutie. Sur l'aménagement du territoire, de l'espace urbain, il y a une question de densification. C'est la réflexion du plan directeur cantonal qui dit qu'il faut préserver des espaces naturels. On a les dimensions aussi obligatoires de la LAT sur la préservation des terres agricoles. Donc une vision qui doit nous obliger, en théorie, à lutter contre le mitage du territoire. Mais ça pose un certain nombre de problèmes qu'on verra plus tard. On a une question aussi d'optimisation de l'utilisation des sols, parce qu'il y a une optique de rareté, particulièrement à Genève, on a un territoire exigu, et puis la ville, c'est aussi un moyen de concentrer la production d'énergie ou de la distribuer de manière plus rationnelle. Quoi qu'on en dise, un immeuble sera plus efficient qu'un groupe de villas pour un nombre d'habitants équivalent. Et puis on a aussi une réflexion sur les usages de l'espace et puis les outils, notamment les outils de planification, comment on dimensionne une zone industrielle, une zone d'apport ou de soutien, comment on gère justement, on parlait d'un organisme vivant qui nécessite de l'énergie, qui produit des déchets, il va falloir aussi gérer ce type d'apport et d'export. Puis la construction, c'est de dire qu'aujourd'hui, on n'échappera pas au débat de la durabilité qui doit être au cœur de nos réflexions. Et puis là, on verra peut-être les actions et les difficultés de mener certaines actions. Et puis la question aussi de la complexité qui est intégrée aujourd'hui dans nos constructions, qui intègre des technologies plus avancées que par le passé.
Par rapport à la densification du bâti, ça a été déjà esquissé sur les premiers slides, c'est que cette densité paraît nécessaire si on a la vision de continuer à accueillir une population qui est en croissance, mais qui interpelle le modèle, parce que ça peut être source de résistance, et puis la question de l'image est posée. On le voit sur les deux images qui sont en dessous, parce que la densité urbaine est nécessaire, mais elle est parfois en difficulté par la population, mise en difficulté par des décisions populaires, alors qu'il faut aussi préserver des terres agricoles et puis des espaces naturels. Et cette question de perception, elle est ici démontée sur des densités quasiment équivalentes sur la cité des Avranchais, dont le classement est possiblement en cours, ou la vieille ville de Genève, où on est sur des densités équivalentes, et pourtant la perception n'est pas du tout la même par la population. Donc ces questions doivent être abordées avec pédagogie. La question du renouvellement urbain, c'est aussi de se dire qu'il va falloir affronter la population et puis avoir une adhésion populaire pour justement lever un certain frein, certaines résistances. Le symbolique Never in my backyard, c'est qu'on est finalement tous favorables à une certaine vision, à développer la zone 3, zone 4, faire des grands ensembles, mais c'est vrai qu'on les préfère loin de chez soi. Donc ça fait partie des ambiguïtés aussi de la défense des acquis, comme c'est mentionné ici. Et puis, on a toujours des blocages politiques manifestes. Si on pense au vote sur les projets de déclassement à contraint, où finalement, on agrégeait 3 types d'opposition. Une position de gauche parce qu'il n'y avait pas suffisamment de logement social, une position écologiste parce qu'on ne protégeait pas suffisamment l'environnement, puis une position de droite finalement parce qu'on n'œuvrait pas de manière efficace à la défense des propriétaires. On finissait par avoir que des oppositions. Plus personne n'était d'accord, mis à part quelques visionnaires ou productivistes ou réfractaires ou réactionnaires, ça dépend de quel bord politique on est. Et puis on a aussi des résistances sur de nouvelles constructions, sur de nouveaux périmètres qui pourtant ont été déclassés à cette fin, mais qui font l'objet d'extraordinaires résistances sur le plan municipal, comme les grands essais à Verrières qui sont toujours dans l'actualité. Donc on a besoin de nouveaux consensus, mais aussi de clarté et de courage dans l'action publique. Et puis on peut prendre l'exemple du PAV à Genève, où je crois qu'il y a un consensus sur cette modification de zone, mais on voit les objets de recours récurrents et de débats qui font que c'est compliqué pour le politique. Et on devrait évidemment concerter, évidemment tenir compte de l'avis de tous ceux qui doivent s'exprimer, puis ensuite procéder à un vote, et enfin avoir une décision et s'y tenir. Et on voit aujourd'hui que cette méthode est relativement compliquée à mettre à exécution. La question de durabilité aussi a besoin de définition pour qu'on puisse avancer dans ce débat. Parce que voilà, c'est fruit de réflexion, mais aussi de beaucoup de discours, et puis c'est une déclinaison sous plusieurs angles, ce que rappelle ce slide, donc sous l'angle économique, par rapport à la durabilité des investissements, aux qualités-prix, à la prise en compte des coûts, des cycles de vie des matériaux et des constructions, sur les conceptions qui sont liées, ou la proximité des équipements publics, sous l'angle social, par rapport à la mixité, de l'aménagement du territoire, ou sur d'autres aspects qualitatifs du patrimoine bâti, puis sous l'angle environnemental, évidemment, parce qu'il nous faut des bilans environnementaux, des matériaux, d'empreinte carbone, des approvisionnements énergétiques, des coûts d'entretien, de maintenance de ces bâtiments, pour avoir une vision long terme sur l'entier du cycle de vie. La construction durable sur la technique du bâtiment, c'est un des aspects que traite notre fédération. Alors il y a aussi les autres aspects sur l'enveloppe, sur les assainissements énergétiques, sur toute une série de dispositions. Mais sur les techniques du bâtiment et notamment les nouvelles règles en termes de règlement sur l'énergie font que voilà, il va y avoir un contrôle des indices de dépenses de chaleur et petit à petit une suppression des citernes à mazout, selon l'exemple de gauche, au profit de pompes à chaleur ou d'autres ressources type biogaz, biomasse, etc., qui nous permettront justement d'avoir une plus grande sobriété énergétique. Et sur ces engagements, on a à la fois des standards énergétiques qui nous donnent un cadre, mais aussi des réglementations qui se durcissent, qui deviennent plus contraignantes, avec raison, puis qui sont coordonnées sur le plan intercantonal. La question des matériaux, je l'abordais précédemment sur la méthode de construction, c'est qu'on a tendance à jouer un peu les matériaux les uns contre les autres et on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a aucune solution qui soit la panacée. On va avoir besoin de critiquer chaque modèle, chaque fonction, et puis on va zoomer un peu là-dessus dans la suite de l'exposé.
parce qu'on doit vraiment prendre en compte les données scientifiques applicables sur les différentes variantes d'exécution qu'on pourrait réaliser. Pour un exemple simple, je crois qu'on se satisfait tous aujourd'hui du Léman Express, qui est une infrastructure ferroviaire de mobilité collective, mais qui serait difficilement concevable sans les infrastructures de béton qui ont été nécessaires pour le bâtir. Donc, il va falloir challenger ceci. Donc, je pense qu'il y a vraiment des usages qui doivent justifier l'emploi de certains types de ressources, mais évidemment pas toutes. Et sur chaque ressource, on doit faire l'effort d'avoir une réflexion sur l'empreinte de chaque matériau. Donc le calcul des bilans carbone ou des bilans environnementaux. On a la question des besoins effectifs, je l'ai un peu esquissé, et puis la question de la valorisation insuffisante à l'heure actuelle. Ça sera développé plus tard sur le réemploi ou sur l'économie circulaire ou certains types de recyclage de matériaux. Et on a aussi, donc, c'est redit, besoin d'une action publique qui donne de la cohérence avec une communication qui soit un peu sereine et suivie sur ces thématiques, parce qu'on a beaucoup de documents, que ce soit les plans directeurs de l'énergie, les plans climat, les plans de l'urbanisme, qui traitent de ces questions. Mais finalement, on a des grands principes, on a peu de modèles applicables. Et pourtant, on a un nouveau cadre légal qui est la loi sur les marchés publics ou l'accord intercantonal d'application de ces marchés publics, qui nous aiderait aujourd'hui à mieux valoriser les variantes d'exécution qui ont une plus grande sobriété énergétique, alors qu'aujourd'hui encore, les autorités travaillent essentiellement sur la composante prix. Une réflexion sur le projet de loi 12 869, qui est une modification de la loi sur les constructions et installations, et puis qui est un modèle de collaboration qu'on peut avoir. Le Conseil d'État avait déposé ce projet qui était un peu embourbé au Grand Conseil avec une volonté d'avoir des constructions neutres en carbone, mais qui était très générale et qui se retrouvait inapplicable et certainement pas au bon endroit dans la loi. Et puis, Antonio Gias m'a appelé pour savoir ce qu'on pouvait faire. Et puis, finalement, la FMB était la seule fédération à accompagner dans ce travail pour trouver une solution. Et le titre final et la loi qui a été votée en décembre, puis qui est applicable désormais, qui est un ajout à la loi cadre, c'est justement qu'il y a un travail sur l'empreinte carbone des matériaux de construction, avec le réemploi qui soit privilégié des matériaux de déconstruction, et puis sinon le recours à des matériaux à faible empreinte carbone ou des matériaux recyclés. C'est dans la loi. Et on a participé à cette rédaction, on a collaboré de façon à trouver une solution contre les milieux immobiliers, contre d'autres secteurs économiques qui considéraient que c'était dangereux, pernicieux, à double tranchant. Puis nous, on a considéré que c'était notre responsabilité sociale et environnementale de trouver des solutions pour accompagner cette transition. Et pour chaque filière, sur chaque matériau, il faut trouver le moyen d'avoir une réflexion sur ce qu'on peut économiser, sur ce qu'on peut faire autrement. Donc l'enseignement, finalement, sur ce travail de projet de loi, c'est cette collaboration, cette concertation avec les milieux professionnels qui permet d'avoir une majorité au Parlement, puis de faire entériner une loi, dès lors qu'on a des priorités claires, et puis qu'on ait des solutions techniques avec une expertise professionnelle qui nous permet justement ensuite d'être partenaires dans la rédaction du règlement d'application. Je ne vais pas faire trop long, trop zoomé, on en parlera ensuite sur la table ronde si c'est nécessaire. Et puis la ville de demain, finalement, il y a des objectifs. C'est qu'elle doit se faire de façon incrémentale. Il faut qu'on avance, il faut qu'on ait un effet de cliquet, des étapes qui soient claires, parce qu'on sait qu'on ne part pas d'une page blanche, je l'ai déjà dit, qu'on a des contraintes issues des choix passés, puis qu'on a des opportunités par rapport aux capacités des entreprises actuelles. Puis ensuite, la construction elle doit inclure dans nos réflexions une meilleure prise en compte de la durabilité des constructions et des matériaux qui la composent, et puis une réflexion sur cette densification du bâti. Et les moyens, ça va être une action politique cohérente en poursuivant l'efficacité au moyen de solutions techniques, c'est l'accompagnement dont j'ai parlé. Il va falloir retrouver une adhésion populaire à cette vision partagée, et puis valoriser les métiers et les compétences professionnelles, parce qu'il nous faudra une main-d'œuvre qualifiée pour assumer cette transition. Je vais peut-être mettre juste une petite assertion par rapport à une application qui est celle de mon entreprise. C'est une entreprise de préfabrication qui est située dans la zone du Bois de Baie, à Satigny. On a une activité de production d'éléments préfabriqués en béton. Et puis, on a une réflexion justement sur nos circuits. Et dans la zone, on a identifié un certain nombre de partenaires, un recycleur, un transformateur, un producteur. Puis, là, pareil, je ne vais pas faire trop long, mais en fait, on approvisionne des granulats béton, on produit des déchets qu'on transforme, puis qu'on redistribue dans des chaînes de valeur de façon à justement baisser notre empreinte carbone. C'est un exemple.
Ici, une vue de notre centrale à béton, on produit des bétons classés, on a une centrale certifiée, on est même la seule usine de préfabrication en Suisse à avoir une centrale certifiée. Et puis une partie des déchets, des eaux de lavage, parce qu'on fait des bétons classés, donc on lave les bennes à chaque utilisation. Ensuite, ça part dans des fosses de décantation et on récupère cette matière inerte qu'on lave et qu'on peut réinjecter dans le cycle de production. On a aussi, ce n'est pas sur ce slide, mais une presse à bout pour diminuer le volume des déchets. Et puis, sur les excédents de béton qu'on produit, on a vérifié avec le recycleur voisin sa capacité de concasser et de transformer. On a fait des cubes dimensionnés avec le transporteur local de la zone, de façon à ce qu'il puisse maximiser son transport sans endommager les installations du recycleur. On fait des cubes de rebut qui ne sont pas vibrés, pas armés, de façon à faciliter leur recyclage. Et ça nous permet, nous, après transformation, de récupérer cette matière pour la réinjecter dans le site de production. C'est des exemples assez modestes. Après, on a tous les travaux sur les ciments bas carbone, les ciments décarbonés, des choses comme ceci, sur les terres crues, sur d'autres éléments de composition pour justement un peu marier low-tech, high-tech, avoir du high-tech là où c'est nécessaire par rapport à la capacité portante des bétons. Low-tech lorsqu'on cherche uniquement du remplissage pour des fonctions de résistance acoustique, résistance au feu, par exemple. Voilà ce que je voulais vous exposer assez rapidement. Et je ne sais pas si j'ai respecté le timing, mais je pense que les questions et les échanges se produiront à la suite des exposés lors de la table ronde. Je vous remercie de votre attention.